monde. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir donc Maxime Garnier de GRDF pour évoquer le sujet des chaudières gaz individuelles conventionnelles en copropriété. Donc, nous allons évoquer les problèmes techniques liés à rencontrés au sein des copropriétés liés à ces chaudières gaz individuelles conventionnelles, les solutions techniques existantes et ce que ça implique en termes de prise de décision et de financement au sein des copropriétés. Donc, je remercie Maxime Garnier de s'être mobilisé pour cet atelier et à toi la parole. Merci Yael. Bonjour à tous. Donc oui, moi c'est Maxime Garnier, je travaille pour GRDF. Notre but, mon but à moi et mon travail est d'informer principalement les bureaux d'études d'abord sur tous les sujets techniques liés au chauffage gaz, entre autres. Donc voilà, sur tous les aspects techniques, les caractéristiques et tout ça. Et donc je suis ravi d'être avec vous pour aborder ce sujet du remplacement des chaudières, ces anciens modèles de chaudières, comment les convertir vers les nouvelles chaudières à très haute performance et à haut rendement. Et vous verrez que ça ne se fait pas forcément comme ça, si simplement que ça. Il y a beaucoup de choses à appréhender. Je suis accompagné normalement dans la salle de mon collègue Fabrice Simon, qui est référent commercial sur les copropriétés. Donc, il sera votre interlocuteur commercial pour toute nouvelle demande de branchement, raccordement, tout ça. Donc, on laisse nos coordonnées en haut. Alors, comment pouvons-nous passer d'une vieille chaudière à une nouvelle chaudière? Déjà, pour commencer, nos missions à GRDF, juste pour rappeler en fait que GRDF ne vend pas de gaz à proprement dit, ce sont les fournisseurs de gaz qui vous vendent du gaz. Nous, on s'occupe juste de concevoir, d'acheminer le gaz naturel, donc on s'occupe des tuyaux, voilà, tout simplement, de le distribuer auprès des 11 millions de clients. Et au travers de tout ça, en fait, la Commission de régulation de l'énergie nous donne comme mission aussi de promouvoir les usages du gaz naturel par des solutions performantes, d'en faire la promotion, la prescription, et également d'accompagner et de raccorder et de promouvoir la production de biométhane, ou plus communément appelé de biogaz, pour verdir le gaz et le réseau gaz. Ce que nous allons aborder ce matin au travers de 5 chapitres vont être les grands objectifs énergétiques de la France et pourquoi il est important de rénover ces bâtiments, de les rénover en mettant en place des systèmes de chauffage à haut rendement et à haute performance énergétique. Et comment atteindre ces objectifs, puisque le but est vraiment là. On ne fait pas de la rénovation pour se faire plaisir. Les aspects techniques derrière, pour passer de la chaudière conventionnelle ou des vieilles chaudières à bas rendement aux chaudières à haut rendement dans le milieu de la copropriété. Ce que ça implique derrière en termes de solutions techniques. Donc, notamment, on verra beaucoup d'aspects et on abordera techniquement toutes les situations d'évacuation des produits de combustion. Donc, EVA-PDC, c'est l'acronyme de évacuation des produits de combustion. Un quatrième chapitre qui tournera autour des aides. Voilà, qu'est-ce qui existe, et je laisserai Yael conclure ce webinaire. Donc les grands objectifs énergétiques de la France, la réponse du gaz en rénovation et pourquoi il est important de rénover. Le but, c'est qu'en 2050, on ait réduit nos consommations énergétiques, mais pourquoi est-ce qu'on nous demande de réduire nos consommations énergétiques? C'est tout simplement pour quasiment divisé de faire moins 83%. Alors on est passé de moins 75 à moins 83 dernièrement, d'émissions de gaz à effet de serre, ce gaz qui participe au réchauffement climatique. Et donc tous les travaux d'isolation et de mise en place de nouveaux systèmes énergétiques beaucoup plus performants sont en lien direct avec l'atteinte de cet objectif à 2050. Et concernant le bâtiment
le bâtiment existant notamment, c'est d'arriver au niveau BBC pour l'ensemble du parc de logement. Et voilà pourquoi. Donc, en approche carbone, les objectifs de cette loi de transition énergétique seront atteints si, par exemple, pour le gaz, hop là, on fait un passage à 2030, donc avec moins 40% d'émissions de CO2 sur les énergies fossiles. Si on vient généraliser l'installation de chaudières à condensation et qu'on isole au moins les bâtiments, en réalisant un gain de 30% sur la consommation énergétique et avec un mix du gaz à hauteur de 15% de gaz vert, donc de biométhane, on sait que l'objectif de 2030 sera atteint. Cet objectif de 2030, il peut être également atteint en massifiant les chaudières à condensation aussi, en isolant un petit peu plus les bâtiments, si on n'a pas de gaz vert dans le réseau, à hauteur de 40%. Et 30 à 40% de réduction de consommation énergétique sur un bâtiment, c'est quelque chose qui est atteignable aujourd'hui. On a déjà des retours d'expérience sur des bâtiments qui ont été isolés, dont les systèmes de chauffage ont été remplacés par des systèmes performants. Et 30 à 40%, c'est vraiment quelque chose d'atteignable sans trop de soucis. L'objectif de 2050 pour atteindre les 83% d'émissions de baisse de CO2 en moins, il faudra que le parc existant de logements soit au niveau BBC rénovation, donc qui est au moins 50% de baisse de consommation énergétique. 50% de baisse de consommation énergétique, c'est pas inatteignable non plus, hein. C'est quelque chose de faisable déjà aujourd'hui. Par contre, il faudra que dans notre réseau de gaz, on puisse distribuer au moins 70% de biométhane. C'est des scénarios qui ont déjà été étudiés. 15% en 2030, c'est quelque chose qui est atteignable pour nous. Vous allez le voir tout de suite juste après, déjà où on en est aujourd'hui. Et 70% à 2050, c'est un scénario qui correspond à celui qui a été proposé par l'ADEME, qui table même sur un 100%. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? En gros, en Bretagne, il y a 20 sites d'injection de biométhane. Ça représente 2% de la consommation de la Bretagne. À fin 2024, on sait qu'entre ceux qui sont en cours d'études et en travaux, il va y en avoir 150. Et au travers de ces 150 projets, à fin 2024, c'est 10% de la consommation de la Bretagne. À l'échelle de la France, vous voyez aujourd'hui, c'est plus de 200 sites qui injectent. Ces 200 sites représentent 1% de la consommation de la France. Quand à fin 2024, sur les 150 qu'il y a en Bretagne, il y en a plus de 1000 en France en cours de conception, en cours de construction. Et ces 1000 projets représenteront à fin 2024 5% de la consommation totale. Alors, rien que pour la Bretagne, l'année prochaine, on va mettre 30 nouveaux sites en plus en service. Donc on va passer de 20 à 50 rien que sur l'année 2021. Juste pour vous indiquer que la dynamique est vraiment là et que le passage à 15% d'ici 2030, on est plutôt confiant pour l'atteindre. Partie 2. Donc, pourquoi passer de la chaudière conventionnelle à la chaudière très haute performance énergétique, THPE? Alors, tout simplement parce que une directive européenne est venue s'introduire à tout ça. C'est la directive ERP, ou éco-conception des produits et étiquetage des performances. On va dire que c'est sa traduction en français. Vous l'avez sans doute reconnu ou vu déjà sur différents appareils électroménagers. Cette étiquette énergétique, elle est là pour indiquer aux consommateurs la performance de l'aspirateur, du four, du micro-ondes, enfin bref. Et ces étiquettes énergétiques ont été étendues aussi à tous les systèmes consommant de l'énergie. Donc ça passe par le ballon d'eau chaude, mais ça concerne aussi les chaudières. Donc le but derrière tout ça est d'aller vers la diminution de la consommation énergétique en informant le client sur la performance du matériel qu'il va acheter. Et donc concernant les chaudières, l'idée est donc d'informer le client sur l'efficacité énergétique de la chaudière au travers de niveaux et de rendements à ne pas dépasser. Donc on va avoir le bruit qui va être concerné,
Ça va concerner aussi les pompes à chaleur. Mais on va avoir pour les chaudières des rendements saisonniers à dépasser, donc une limite basse à ne pas franchir, et des émissions d'oxyde d'azote, les NOx aussi, pour la pollution de l'air. C'est une directive européenne qui a été établie en 2009, voilà, et l'étiquetage en 2010. Bref. Depuis 2015, donc concernant les chaudières, toutes les chaudières doivent maintenant avoir un rendement saisonnier supérieur à 86%, ce qui indirectement impose à tous les fabricants de chaudières de ne vendre plus que des chaudières à condensation et à très haute performance. Des chaudières qui sont supérieures à 86%, c'est forcément des chaudières à condensation. Ceci dit, il existe une dérogation pour les chaudières de type B1. On va voir juste après ce que c'est que les chaudières de type B1. Il existe une dérogation pour les chaudières de type B1 qui, elles, ne doivent avoir un rendement saisonnier que seulement supérieur à 75%. Les chaudières de type B1, ce sont des chaudières standards, basse température, qui s'installent sur des conduits collectifs. Pourquoi est-ce qu'il existe une dérogation? On va le voir tout à l'heure, c'est parce qu'en fait, installer une chaudière à condensation sur un conduit collectif, eh ben ça ne s'installe pas comme ça et ça ne se remplace pas comme ça. Il y a des dispositions en termes d'évacuation des produits de combustion qu'il faut bien appréhender. Et pour tous les types de chaudières, qu'elles soient B1 ou à condensation, depuis 2018, elles doivent avoir un seuil d'émission d'oxyde d'azote inférieur à 56 mg. Et pour le coup, toutes les chaudières à condensation respectaient et respectent ce seuil. Et les chaudières de type B1, depuis 2018, le respectent aussi. Ce qui n'était pas vrai avant 2018, mais les fabricants ont modifié des paramètres et donc elles respectent maintenant ce seuil. Donc pourquoi une dérogation? Alors, ou plutôt, quelles sont les chaudières de type B1 qui bénéficient de cette dérogation? Donc cette dérogation, elle s'applique aux chaudières de type B1 lorsqu'elles sont installées sur un conduit individuel d'évacuation des fumées qui va être supérieur à 10 mètres. Donc ça, c'est un article qui a été intégré par la France dans la RT, dans la réglementation thermique qui concerne l'existant. La dérogation pour l'installation des chaudières B1, elle peut aussi être appréhendée sur les conduits collectifs. Donc ça, c'était directement intégré dans la directive ERP et c'est aussi rappelé dans la réglementation thermique sur l'existant. Qu'est-ce qu'une chaudière B1 ou comment les reconnaître? En gros, une chaudière B1, c'est pour les plus anciennes, une chaudière qui ressemble à ça, avec une sorte de grille en façade et un petit voyant ou un œillet qui permettait de voir la flamme. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en gros, ça ressemblait à ça. Aujourd'hui, les chaudières B1, la grille a été masquée, elles peuvent ressembler à ça aussi. La grille, en fait, elle va se retrouver au-dessus pour des questions d'esthétique. Et maintenant, on n'a plus de voyant pour aller voir la flamme et on a un panneau de commande électronique. Donc, c'est un dispositif de chauffage par chaudière à combustible qui comporte un coupe-tirage. Donc, c'est le nom qu'on donnait à cette grille. Je vais vous expliquer tout à l'heure comment ça fonctionnait pour bien comprendre le principe. Et donc, elles évacuaient leur fumée par tirage naturel. C'est-à-dire que c'est la chaleur, la haute température des fumées qui fait que, par différence de pression, en fait, la fumée s'évacuait toute seule dans le conduit individuel ou collectif, quoi. Voilà. Elle pouvait servir aussi de ventilation dans la pièce. Le fait qu'il y ait une grille en partie haute comme ça pouvait servir à la ventilation de la cuisine, voire de l'appartement. Donc comment ça fonctionne une chaudière B1? Donc on va retrouver la grille en façade en fait. Donc c'est une chaudière à tirage naturel, hein, c'est ce que je vous expliquais tout de suite, où les températures des fumées en gros se situent entre 150 et 200 degrés. Ce coupe-tirage, ou cette grille en façade, elle sert tout simplement à éviter qu'il y ait trop de dépression à se créer sur les brûleurs, donc qui se trouvent en partie basse, où vous avez l'amener d'air comburant, donc l'oxygène qui va arriver ici, qui va venir rencontrer le gaz naturel et une étincelle. La flamme va s'allumer.
Donc si on n'avait pas ce coupe-tirage ici, en fait, on aurait une trop grosse dépression à passer par le bas de la chaudière, par le dessous de la chaudière, ce qui pourrait venir souffler la flamme. On aurait trop d'air à passer. Donc ce coupe-tirage a été créé principalement pour ça. En plus de ce rôle, ce coupe-tirage aussi, cette grille, elle va servir, si elle est installée à plus d'1,80 m du sol, elle va servir à ventiler le local, ou la cuisine, ou l'appartement, entre autres. Voilà. Après, vous allez retrouver donc le circulateur, la pompe du chauffage, qui va venir faire circuler l'eau au travers d'un échangeur, sur lequel les fumées et les flammes passent au travers. Donc l'eau du réseau de chauffage est réchauffée, repart dans les radiateurs. Derrière, vous aviez un vase d'expansion et donc les fumées étaient évacuées par ce conduit d'évacuation. OK. Les nouvelles chaudières à condensation, elles vont fonctionner sur un principe qui est différent. Elles vont être, pour la plupart, étanches, mais elles ont une caractéristique qui est très importante, c'est que les fumées sont inférieures à 70 degrés, voire des fois encore plus bas. Ce qui fait que, de par leur nom, chaudière à condensation, elles viennent faire condenser les fumées avant qu'elles s'évacuent dans le conduit de fumée. En faisant condenser ces fumées, on a de l'eau qui se forme par la condensation. Et cette eau est récupérée par la chaudière. C'est comme ça qu'on vient gratter des pourcentages sur le rendement des chaudières et qu'on peut approcher les 100%, autour de entre 95 et 100% de rendement, presque 100% de rendement. Donc elles peuvent être étanches, certaines ne le sont pas, mais les fumées sont quand même, la condensation des fumées sont quand même récupérées. L'évacuation des produits de combustion est en pression, c'est-à-dire que c'est un ventilateur en fait qui va venir assurer le mélange air-gaz ou oxygène-gaz qu'on a vu tout à l'heure, qui pour la chaudière B1 se faisait de manière naturelle. Donc là, c'est un ventilateur avec des vannes électroniques qui vont assurer le bon dosage parfait. Les fumées donc, sont mises en pression et sont poussées grâce à un ventilateur. Ce ventilateur va donc pousser les fumées et va les faire s'évacuer dans le conduit, dans un conduit spécifique. Et vous avez ici l'évacuation des condensats. Le principe reste à peu près le même. On a une pompe de circulation qui va venir mettre en mouvement l'eau du circuit de radiateur. Circuit d'eau qui va passer au travers d'un échangeur dans lequel les fumées et les flammes passent pour réchauffer cette eau. Un vase d'expansion aussi derrière. Donc, et le brûleur ici est modulant, c'est-à-dire qu'il module la puissance en fonction de la demande en chauffage ou en eau chaude sanitaire. OK. Qu'est-ce qui peut bien y avoir comme impact lié à l'installation d'une chaudière à condensation? Lorsqu'on avait l'ancienne génération des chaudières B11, donc celle-ci ou celle-ci si elle a été remplacée depuis, déjà, le fait de pouvoir les réinstaller et de ne pas avoir besoin de mettre une chaudière à condensation, c'est à titre dérogatoire pour l'instant. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est pour combien de temps encore. L'idée, au travers de cette directive ERP, est vraiment d'inciter les détenteurs de chaudières individuelles gaz à passer à la chaudière à condensation pour diminuer les consommations d'énergie. Vous voyez, hein, le rendement d'une chaudière de ce genre était autour de 60%. Les nouvelles générations, les températures de fumée sont descendues un petit peu. Les systèmes de régulation sont un peu plus performants. On peut espérer monter à 75%. Les nouvelles chaudières à très haute performance énergétique sont proches des 90% de rendement. Donc, de passer d'une chaudière standard à 60% de rendement à une chaudière à condensation, c'est quasiment entre 20 et 30% de baisse de consommation énergétique. Par contre, attention, quand vous passez de cette chaudière B11, de cette ancienne génération de chaudière à la nouvelle génération, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, les conduits existants d'évacuation des fumées
ne résistent pas au condensat généré par les chaudières à condensation. Donc il y a de l'humidité, il peut y avoir de l'eau à se créer dans ces conduits, et cette eau, elle a des propriétés qui peuvent être acides et donc qui peuvent venir endommager les conduits de fumée. Donc surtout, ne jamais remplacer une chaudière de ce type-là par une chaudière à condensation sans avoir fait une étude à préalable du type d'évacuation, du type de conduit qu'il y a derrière. Deuxième point, très très important, c'est que ces chaudières-là, elles peuvent ne plus assurer la ventilation de la cuisine, de par le fait qu'elles soient complètement étanches. Donc plus de ventilation dans le logement, c'est des risques d'humidité et donc de moisissure et compagnie. Donc vraiment, j'insiste sur le fait qu'à chaque fois qu'il y ait des chaudières comme ça à remplacer, si l'objectif est d'installer des chaudières à condensation, prenez un maître d'œuvre technique, bureau d'études fluides entre autres, pour les lots au moins chauffage et ventilation, puisque seuls ces bureaux d'études techniques ont vraiment la compétence et auront le recul pour vous orienter vers la meilleure des solutions, surtout en termes de solutions et de mise en place du bon conduit de fumée qui peut correspondre à la bonne chaudière, quoi. Alors, on va voir juste après donc toutes les solutions d'évacuation des produits de fumée en fonction des différents types de conduits de fumée qui existent, parce qu'il en existait plein, pour passer de cette fameuse chaudière bas rendement ou B11 à la chaudière à très haute performance énergétique à condensation. Donc, il existe un système, hein, déjà le système universel, hein, c'est de passer sur des chaudières à ventouse, mais bon, ça nécessite de carotter les façades et d'installer une ventouse par appartement sur les façades. C'est techniquement pas forcément possible partout, mais ça reste, on va dire, la solution la plus simple. Encore faut-il que la distance entre la chaudière et la ventouse qui se situerait à l'extérieur soit inférieure à 10 mètres. Au-delà des 10 mètres, ça peut être un peu plus compliqué et il faut passer sur un autre système. On va voir tout à l'heure. Et il n'y a pas de maintenance particulière sur la ventouse et le remplacement de ces chaudières-là peut se faire appartement par appartement. Quand on attaque les systèmes d'évacuation des fumées qui existaient dans les appartements, eh ben, en gros, nous, on en a recensé 7. Depuis le début du XXe siècle jusqu'à la fin du XXe siècle, il y a eu différentes typologies qui ont été mises en place. On va voir le conduit de fumée individuel en petit 1. En petit 2, a existé aussi, autour des années 30, le conduit de fumée individuel duo. Duo pourquoi? Parce que la ventilation du logement était aussi assurée par ce conduit. Ensuite, on va passer sur les conduits collectifs. Donc, conduit collectif, c'est-à-dire qu'un ensemble de chaudières qui étaient installées dans des appartements évacuaient donc leur fumée sur un même conduit, un conduit commun. Donc, on avait le shunt dédié ou le conduit Alsace, très répandu plutôt dans l'est de la France. On avait le shunt duo, donc qui assurait au même titre que le conduit Alsace la ventilation dans le logement, duo pour fumée et ventilation. Les alvéoles techniques gaz, ou ATG. Donc là, c'était des chaudières qui étaient situées sur des paliers, dans des placards, et donc vous aviez 3 chaudières par palier. Voilà. On verra un peu plus en détail tout à l'heure. La VMC gaz, donc une VMC mécanique, donc une ventilation mécanique contrôlée du logement, comme ce qu'il existe aujourd'hui, sauf qu'en plus, cette VMC, elle venait extraire aussi les fumées par le même conduit. Et un conduit 3CE à tirage naturel. Donc là, ça a été installé un peu après, dans les années 90, et on verra comment ça fonctionne en point numéro 7, donc en dernier point. Donc vous avez le panel de toutes les solutions
d'évacuation des produits de combustion qui peuvent exister dans des immeubles. Donc le conduit de fumée individuel, petit 1, à quoi ça pouvait ressembler ce truc-là? En gros, ils sont reconnaissables sur le fait que chaque appartement disposait de son propre conduit individuel et qui remontait jusqu'en toiture. Donc on voit que les appartements qui se situaient dans les premiers étages, en fait, n'avaient pas beaucoup de conduits dans leur appartement, mais on voit cet agrandissement du nombre de conduits individuels sur le pignon, parce qu'ils étaient des fois faits en briques, enfin souvent même en briques, ou en terre cuite. Et donc qui remontait jusque la toiture comme ça. Et donc on avait, chaque appartement disposait de sa petite cheminée, on va dire ça comme ça, qui redescendait dans l'appartement. La solution, lorsqu'on a ce type de conduit, est de passer sur, puisqu'on là on va avoir plus de 10 mètres pour les logements qui sont dans les étages du rez-de-chaussée, donc on ne peut pas venir installer une ventouse classique. Par contre, il existe des solutions. C'est de venir installer un tube flexible qu'on va faire passer dans le conduit de cheminée par le haut et qui va descendre en fait dans l'appartement jusqu'en bas. Donc ce tuyau flexible, en fait, il sert à évacuer la fumée. Pour l'air comburant, comme ici sur le conduit de fumée individuel, la ventilation du logement était assurée par un autre dispositif. L'air comburant, en fait, on va venir le prendre dans la partie annulaire, donc ce qui reste du volume du conduit de fumée. Donc, on va venir le prendre en partie haute, il va descendre tranquillement jusqu'à l'étage et jusqu'à la chaudière concernée. Et la chaudière à condensation va pouvoir aspirer cet air comburant, le brûler, le mélanger au gaz, et venir rejeter les produits de combustion dans le conduit flexible pour venir ressortir jusqu'en toiture. Ce type de travaux peut être réalisé logement par logement. On n'est pas obligé de généraliser ou de massifier les travaux de remplacement de chaudière. Il n'y a pas de maintenance particulière à faire sur le conduit, c'est un conduit souple sur lequel les fumées s'évacuent, c'est des fumées très propres, donc il n'y a rien de particulier à faire en termes de maintenance. Okay. On passe au conduit de fumée individuel duo. Donc pourquoi duo? Parce que par ce même conduit, en fait, la ventilation de la pièce était assurée. Donc on retrouve ce type de chaudière aussi. Et là, en fait, le coupe-tirage, donc cette grille était forcément installée à une hauteur qui était supérieure à 1,80 m. Et donc c'est par cette grille que la ventilation haute de la cuisine, entre autres, était assurée. Donc on a un besoin de ventilation en plus. Donc là, la solution technique, elle va être différente, puisqu'il faut continuer à assurer la ventilation du logement tout en venant installer une chaudière à condensation. Donc quelle est la solution technique? La solution technique, elle va être globalement assez ressemblante à la précédente. On va venir tuber un conduit flexible aussi, par le haut de la toiture, par le haut du conduit, sur lequel on va venir raccorder la chaudière. Les produits de combustion, donc les fumées, vont venir s'évacuer aussi par ce conduit étanche des fumées, ce conduit flexible. La ventilation du logement et l'air comburant, en fait, va être prise en partie basse d'un conduit en PVC qui est installé là. Donc l'air comburant va être aspiré ici, il va être brûlé par la chaudière avec son mélange air-gaz, et les fumées vont être évacuées comme ça, dans la partie centrale du conduit, hop, et remonter en toiture. La ventilation du logement, lui, va être assurée par une bouche qui est installée sur une partie annulaire, là, au-dessus, une bouche de ventilation autoréglable et basse pression, pour que la ventilation naturelle de la cuisine, entre autres, soit toujours assurée. Et la ventilation, en fait, le conduit, cette ventilation d'air hygiénique, elle est évacuée, cette fois-ci, sur la partie annulaire du conduit d'évacuation des produits de combustion pour ressortir en partie haute du conduit. Donc la ventilation de la cuisine est toujours assurée et on a notre air comburant qui est bien repris aussi en partie dans la pièce, quoi. Ces travaux peuvent être faits logement par logement. Il n'y a pas de maintenance particulière non plus
sur le conduit d'évacuation. Et on peut en gros monter jusqu'à 30 mètres de longueur maximale. 30 mètres, ça fait déjà pas mal de niveaux. Ça fait en gros une bonne douzaine de niveaux. Petit 3, le conduit Schint Alsace ou Alsace Duo, qui pouvait assurer la ventilation. On va voir juste après. Le conduit Schint Alsace Duo, donc c'est un conduit collectif, collecteur, avec un départ individuel, on peut appeler ça comme ça, pour chaque appartement. Donc vous avez un conduit individuel, finalement, comme ceci, qui vient, où les fumées viennent se rejeter dans un conduit collectif pour être évacuées en toiture, dans l'appartement. Un peu à l'image d'une autoroute que vous auriez là, et d'une aire d'entrée d'autoroute, voilà, où les fumées viennent s'insérer sur le conduit, sur la partie collective, quoi. On a 6 appareils qui pouvaient être installés sur un seul et même shunt. Lorsqu'on a plus de 6 étages, eh ben, vous aviez un dédoublement du conduit, donc un deuxième conduit qui venait être installé. En gros, c'est des conduits qui faisaient 20 par 20 sur la partie collective et 12,5 par 20 sur la partie individuelle. La chaudière, quand on est sur un conduit shunt simple, ne réalisait pas la ventilation. Vous aviez une variété de matériaux utilisés, du béton, de la terre cuite aussi, du pouzzolane. Et donc sur ces conduits de chaudière, sur ces conduits collectifs, vous aviez des chaudières de type B11 installées. Donc, comme celle-ci avec la fameuse petite grille. Comment faire pour remplacer une chaudière bas rendement par une chaudière à très haut rendement sur ce type de conduit-là? Et ben, c'est là que ça se complique un petit peu. Il existe deux solutions. Cette première solution va être d'insérer un tube collectif rigide qu'on va venir insérer sur l'ancienne partie collective. D'accord ? Dans ce tube, en fait, il va se retrouver que les fumées. Donc chaque chaudière à haute performance va venir évacuer ces fumées par la partie centrale du conduit. Et l'air comburant, un peu sur le même principe que tout à l'heure, l'air comburant va venir circuler sur la partie, sur l'ancienne partie du conduit collectif. Donc la partie, il n'y a plus de fumée à passer, hein, elles sont maintenant complètement étanches à l'intérieur de ce conduit rigide. Et les fumées vont être aspirées par chaque chaudière. L'air comburant va être aspiré par chaque chaudière pour être brûlé dans la chaudière. Et les fumées vont repartir par la partie centrale et donc être évacuées de manière collective dans le conduit. C'est un tube en inox, il est complètement étanche, on a des joints. L'évacuation des condensats est réalisée en partie basse de ce conduit. Donc on va venir mettre en place un siphon. Sur le logement le plus bas au rez-de-chaussée, il va falloir il faut une trappe d'accès à ce siphon. C'est des travaux qui se font assez facilement, c'est pas des gros travaux. Petite attention, il y a un nouveau protocole de réception autour de ces conduits collectifs. Bon, je l'ai rappelé en annexe, hein, on passe ce point-là. Par contre, il y a une maintenance annuelle, qui est un simple contrôle de vacuité. Donc en gros, c'est de regarder une fois par an si le conduit n'a pas bougé, si les fumées s'évacuent toujours aussi bien. Donc on contrôle par un coup d'œil, en fait. Voilà ce que ça veut dire. Ce type de travaux, en fonction des fabricants interrogés, coûte à peu près 500 € hors taxe du logement pour mettre en place le conduit. Ça, c'est des prix sans la chaudière. Je vous réexpliquerai à la fin tout à l'heure des estimations de montant de travaux à peu près. Par contre, le fait d'installer un conduit collectif comme ça rigide nécessite de réaliser l'ensemble des travaux sur tous les logements concernés et raccordés au conduit. Donc à minima ou à maxima 6 logements. On peut pas y aller logement par logement.
Donc voilà ce que ça peut donner. On avait cette solution-là avant, avec les chaudières de type B11. On peut avoir cette solution-là après, donc le conduit rigide collectif, où chaque chaudière vient se raccorder au conduit rigide collectif. Ou on peut avoir cette solution-là aussi, quand il fallait assurer la ventilation du logement. Alors, ici, ils viennent mettre en place un conduit de ventilation mécanique, mais ça peut être aussi quelque chose qui est une ventilation naturelle, qui reste. Et donc, même principe, en fait, on vient raccorder la chaudière de l'appartement sur le conduit rigide collectif. Et la ventilation est prise là, l'air comburant passe sur la partie extérieure et est réaspiré par la chaudière, sur la partie externe, ici sur le piquage externe. Okay. Une autre solution à ce type de conduit Schint-Alsace est de venir raccorder chaque chaudière à un conduit individuel flexible, un peu comme la première solution. Donc on va venir rénover totalement le conduit collectif de type Schint. La hauteur, ici, on ne va plus être limité à 6 étages, mais on va pouvoir monter jusqu'à 30 mètres de haut. On tube de manière individuelle et on vient raccorder chaque chaudière. Ça nécessite quand même de réaliser les travaux sur l'ensemble des appartements concernés, puisqu'on ne peut pas réévacuer les chaudières. Hein. L'air comburant, sur le même principe que tout à l'heure, vient et est pris à l'intérieur du conduit collectif pour être aspiré par la chaudière et être rejeté sur la partie centrale qui est raccordée au conduit flexible. Les condensats reviennent dans la chaudière aussi, donc il n'y a pas de problème au niveau de ça. Pas de maintenance particulière sur le conduit, par contre, sur cette solution-là, puisqu'on est sur un conduit souple individuel. Mais ça coûte à peu près aussi 500 € par logement, et les travaux doivent être faits sur l'ensemble des logements. Voilà ce qu'il faut retenir. Ok. On était de manière graphique sur une solution de la sorte avant, on se retrouve après sur une solution qui ressemble à ça. Voilà visuellement ce que ça peut donner. Chaque chaudière a son petit conduit et on vient prendre l'air comburant à l'intérieur de l'ancien conduit collectif. D'accord ? La cinquième solution, c'est l'alvéole technique gaz. Alors l'alvéole technique gaz, c'était des chaudières qui étaient placées donc, sur un placard technique dans les communs de l'immeuble, donc sur le palier notamment. Et ceci, le but était de sortir les chaudières des logements et d'éviter d'avoir ces grilles sur la façade qui donnaient directement dans la cuisine, entre autres, et qui servaient donc à amener l'air comburant dans l'ancienne chaudière. Donc on avait des déperditions. Quand on est venu mettre en place des systèmes de ventilation mécanique, comme il n'existait pas encore de chaudière étanche à haute performance, on s'est dit, on va sortir les chaudières du logement, on va les mettre sur le palier, ça ne va pas changer grand-chose. Les bailleurs aimaient bien ça parce que la maintenance de la chaudière, il n'y avait plus besoin de rentrer dans les logements pour réaliser la maintenance. Bon, après, ces placards-là se sont transformés un peu en placards à débarras ou toutes choses comme ça, mais bon, ça servait de deuxième cave, mais ça, c'était un autre problème. On avait systématiquement donc 6 étages aussi. Le fonctionnement était à tirage naturel également. Et on avait d'installer donc des chaudières de type B11 à bas rendement d'intégrer là-dessus. Donc comment faire si on se retrouve avec cette solution-là et qu'on veut venir mettre en place des chaudières à condensation? Alors, 2 possibilités. Soit on va venir mettre en place un conduit rigide collectif, c'est le conduit que je vous ai montré tout à l'heure, on va le refaire une passe, ou on peut venir installer un conduit collectif aussi métallique, mais qui a un autre nom, qui est un conduit 3CE pression. Ça peut nécessiter de revoir la ventilation pour l'aération de ces alvéoles techniques gaz. Et donc c'est pareil, hein, c'est dans le but toujours d'installer des chaudières à haute performance énergétique et donc de réaliser des économies d'énergie. Donc en gros, comment elles fonctionnaient ces alvéoles techniques gaz? Vous aviez 2 conduits. Un premier conduit qui amène l'air comburant, c'est un conduit collectif aussi,
avec des grilles qui débouchent dans chaque alvéole technique. L'air comburant était aspiré par chaque chaudière, mélangé au gaz, brûlé, et les fumées étaient évacuées dans un conduit collectif à chaque alvéole technique pour être rejetées en toiture. D'accord ? La solution du conduit 3CE pression. Donc le 3CE pression, c'est un conduit collectif aussi, dans lequel on va venir rejeter les produits de combustion de manière collective, comme son nom l'indique, mais aussi on va venir prendre l'air comburant de manière collective également. C'est un conduit qui peut être en inox, c'est plutôt bien pour la durée de vie des matériels. L'assemblage est équipé de joints. On peut installer de 1 à 3 chaudières par niveau, donc ça tombe bien, c'est ce qui correspondait à la disposition de base. On vient y mettre ici des chaudières avec des conduits ventouses, donc des chaudières complètement étanches. L'évacuation des condensats se fait également en partie basse. Et donc, la maintenance est la même qu'un conduit rigide collectif de base, c'est un simple contrôle de vacuité. Et les travaux, par contre, doivent être faits sur l'ensemble des alvéoles techniques gaz concernées. Ces alvéoles techniques gaz, elles pouvaient aussi évacuer leurs conduits sur des anciens conduits métalliques. Bon, bref, des conduits maçonnés ou des conduits métalliques, ça ne change pas grand-chose. Donc le 3CE pression, comment il fonctionne? Donc on va avoir les fumées qui vont s'évacuer sur la partie centrale du produit du premier conduit. Et sur la partie extérieure du deuxième conduit, on va venir aspirer l'air comburant, qui va être consommé par chaque chaudière pour rejeter les fumées sur la partie centrale. Donc c'est un conduit dans un conduit. Voilà, en termes de solution, comment ça fonctionne. La mise en place du conduit rigide, collectif, on l'a vu tout à l'heure, c'est exactement la même chose que pour le conduit Alsace. On va avoir nos 3 chaudières qui vont venir être accordées sur le conduit collectif. On va venir prendre l'air comburant sur la partie extérieure et conserver du conduit maçonné. Donc 2 solutions pour les alvéoles techniques gaz, soit le simple conduit rigide collectif, si on est sur une évacuation maçonnée, si on était sur une évacuation sous gaine métallique, le 3CE pression. Voilà à quoi ça peut ressembler sur un exemple de chantier d'une alvéole technique gaz. Vous avez plusieurs chaudières sur le placard. L'ancienne évacuation qui était ici, sur un conduit collectif métallique, en acier galvanisé entre autres, qui se transforme dans un conduit 3CEP, donc avec le tube dans le tube. Donc les fumées sur la partie centrale du tube, l'air comburant sur la partie extérieure du premier tube, ou intérieure du deuxième. Et donc la mise en place et l'installation de la solution ventouse. La VMC gaz. Donc la VMC gaz, il y en a eu beaucoup d'installés dans les années 90. Donc c'est un mix entre ventilation mécanique et évacuation des produits de combustion. Donc les deux transitaient par le même conduit et transitaient par le caisson de ventilation aussi. Donc le caisson de ventilation aspirait un mélange d'air et de fumée issus des chaudières. Donc on pouvait avoir des entrées d'air sur les menuiseries et donc le caisson de ventilation qui par dépression aspirait les fumées et donc l'air à l'intérieur de la cuisine. Donc on était sur quelque chose de mécanique. On n'a plus d'alvéoles techniques pour le coup. Les chaudières sont revenues dans les logements, mais on vient contrôler la ventilation des logements. C'est venu après les alvéoles techniques. Le hic, c'est que si ce caisson de ventilation vient à tomber en panne, ce qui peut arriver, une courroie qui casse ou un moteur électrique qui casse aussi, et ben les fumées ne sont plus aspirées.
Et donc, avait été mis en place un dispositif de sécurité collective, plus communément appelé sous le nom de DSC, qui venait en fait couper toutes les chaudières en cas d'arrêt ou de dysfonctionnement du caisson de ventilation. Voilà, le risque était un risque d'intoxication, hein, dans les logements. Donc, la maintenance de ce type d'installation est vraiment encadrée avec des contrôles annuels et quinquennaux. C'est une solution qui n'était pas tellement appréciée des bailleurs sociaux pour justement cette notion de maintenance, mais plus appréciée par les promoteurs, donc on va plus se retrouver dans les copropriétés pour son aspect plutôt économique. En partie haute de la chaudière et avant raccordement sur le conduit, on avait sur le conduit d'évacuation une bouche thermomodulante avec un coupe-tirage aussi et qui venait donc régler le débit en fonction du débit hygiénique à assurer dans l'appartement. Alors pour l'instant, pour venir installer une chaudière à condensation et venir remplacer une vieille chaudière B11 sur ces systèmes, il n'existe pas de solution, en tout cas de manière officielle. Il y a des chantiers en test en cours, et donc un des principaux fabricants de solutions techniques d'évacuation de fumée sur des chaudières annonce une commercialisation au deuxième trimestre 2021 d'une solution technique. C'est en cours de test, il va y avoir une solution, pour l'instant elle n'est pas disponible, c'est tout ce qu'il y a besoin de retenir. Donc sur ces systèmes-là, la dérogation de la chaudière B11 s'applique également. Auquel cas, lorsque le système existera, les travaux devront également être faits sur l'ensemble des chaudières raccordées. En attendant, si la possibilité est toujours d'installer une ventouse murale pour venir mettre en place une chaudière à très haute performance à condensation, en lieu et place de l'ancienne chaudière raccordée sur la VMC. La dernière solution technique qui peut être rencontrée, c'est le conduit 3CE à tirage naturel. Donc le conduit 3CE à tirage naturel, c'est un conduit sur le métallique où les fumées s'évacuaient de manière sans assistance mécanique par tirage naturel, donc par la haute température des fumées. Par contre, on était venu installer des chaudières qui fonctionnent à ventouse et qui ne sont pas à condensation. Donc si on vient mettre ici une chaudière à condensation, on va avoir des fumées donc à basse température et chargées en humidité qui vont condenser dans le conduit. Et donc conduit métallique qui n'est pas fait pour supporter des condensats acides. Et donc on ne peut pas venir installer des chaudières à condensation ici. C'est pas possible non plus de venir et de bénéficier de la dérogation pour remettre une chaudière B11, puisque c'était déjà pas des chaudières B11 qui étaient installées sur ces conduits-là. Donc ici, la seule solution, c'est de venir complètement remplacer le conduit aussi par un conduit 3CE pression sur lequel on va venir mettre en place une chaudière à ventouse. Et donc avec le même principe que tout à l'heure, hein, l'évacuation des fumées sur la partie centrale du premier conduit et l'amener d'air comburant sur la partie dans le deuxième conduit, quoi, autour du premier conduit. Donc même type, hein, pas plus de nouveautés que ça. Le coût de cette solution est un peu plus cher. Le conduit 3CE pression, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est autour de 650 € hors taxe du logement, selon le fabricant. Et par contre, les travaux doivent être faits sur l'ensemble des logements. Les chaudières ne sont plus commercialisées non plus. Donc vous ne pouvez plus remettre des anciennes chaudières.
vous êtes obligé sur ce type d'installation-là de passer sur une chaudière à condensation. Vous ne pouvez pas bénéficier de la dérogation, et donc ces systèmes-là en fait sont, voilà, vous êtes obligé de passer sur une solution et de faire des travaux sur l'ensemble des logements concernés pour venir, si une seule des chaudières venait à tomber en panne, quoi. Donc c'est vraiment un point important, quoi. Donc en synthèse, en fait, sur les conduits collectifs, il existe des solutions de rénovation de conduits collectifs pour la plupart des systèmes et des solutions en place. Sur les conduits Charente et Alsace, vous avez vu qu'il existait des solutions pour venir mettre en place des chaudières à très haute performance énergétique et des chaudières à condensation. Sur les alvéoles techniques gaz également. Sur les systèmes de VMC gaz, ce n'est pas possible, mais vous bénéficiez de la dérogation pour venir, vous avez encore la possibilité de mettre des anciennes chaudières. Idem sur les premières solutions aussi, hein. Vous bénéficiez de la dérogation pour venir, mais vous pouvez toujours remplacer au cas par cas les chaudières existantes par des chaudières B11. Ceci dit, cette dérogation, elle existe, mais pour combien de temps, on ne sait pas. Et l'idée est quand même d'inciter et d'aller vers la performance énergétique. Pour le 3CE à tirage naturel, c'est le dernier qu'on vient de voir. Donc il existe une solution pour mettre des chaudières à très haute performance énergétique, hein, par le remplacement de l'ensemble des chaudières et la mise en place d'un conduit collectif 3CEP. Par contre, vous ne pouvez pas techniquement venir installer une chaudière B1. Il faut vraiment faire les travaux sur l'ensemble de la colonne concernée, quoi. Et existe aussi, hein, la solution, on va dire, de facilité, si je peux, c'est de venir toujours mettre en place une ventouse sur la façade pour chaque appartement et donc pour chaque chaudière concernée, voilà, où chacun vient mettre sa ventouse pour venir accorder sa chaudière à condensation. Et donc on vient, on se déconnecte progressivement du conduit collectif sur lequel on est raccordé à chaque fois. Ok. Un résumé. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait retenir? Si vous avez des appartements équipés de l'ancienne génération de chaudières, de type B11, comme on a pu le voir, avec le coupe tirage et la petite grille, ça peut toujours être remplacé par une nouvelle chaudière B11, à titre dérogatoire, sauf sur les solutions de 3CE à tirage naturel. Donc, bien identifier le type d'évacuation, le type de conduite fumée que vous avez derrière. C'est à titre dérogatoire, et pour combien de temps encore, personne ne le sait. Donc on reste sur une chaudière de type B11, on va peut-être faire un petit peu d'économie d'énergie, une dizaine de %, mais ça ne va pas être tellement plus. Pour aller au-delà des 10% d'économie d'énergie, et pouvoir espérer aller jusqu'à 30, on est obligé de mettre en place des chaudières à condensation. Mais attention, ces chaudières à condensation, elles ne s'installent pas n'importe où, puisque la problématique vient du type de conduit qu'on a derrière. Ces conduits, pour la plupart, ne sont pas résistants au condensat qu'elles génèrent, ces chaudières à condensation. C'est pour ça que ça nécessite de mettre en place un dispositif particulier. Les anciennes chaudières assuraient la ventilation de la cuisine pour la plupart. Si vous venez mettre, si on ne vient pas identifier et mesurer le type de conduit qu'on a derrière, la ventilation de la cuisine peut ne plus être assurée et donc créer tout un tas de problèmes derrière d'humidité, quoi. Ces conduits, s'ils sont collectifs, ça nécessite de réaliser des travaux sur l'ensemble de la gaine également. Si les conduits sont individuels, c'est un peu plus simple. Les travaux peuvent être réalisés appartement par appartement. Les solutions existent. Donc, tout le conseil qu'on peut vous donner, c'est de ne pas partir à l'aventure tout seul pour remplacer des chaudières de type B11, des anciennes générations, par des chaudières à condensation. J'insiste bien sur le fait qu'il faut que vous fassiez accompagner d'un maître d'œuvre technique, donc c'est le bureau d'études fluides et énergie,
qui concerne les lots chauffage et ventilation pour le coup, ces experts. C'est également une opportunité de réaliser un projet de manière globale, permettant d'intégrer bien évidemment une réflexion sur l'isolation, le remplacement des menuiseries, enfin de faire une démarche de rénovation globale pour aller chercher les 40, les 50% de baisse de consommation énergétique sur l'ensemble de l'immeuble. Ce qui peut vous permettre de mobiliser des aides locales et nationales à la maîtrise d'œuvre et aux travaux. On va faire le tour des aides existantes tout à l'heure. Passe sur la partie 6, les aides. Est-ce qu'il y a des questions, Yael? A priori, je pense que tu m'aurais coupé. Ou s'il y avait eu des questions sur les solutions techniques pour l'instant? Une question sur les aides, mais du coup, tu y arrives, donc c'est parfait. Ok. Si c'est clair pour tout le monde sur les solutions techniques, on peut Peut-être passer que certains auraient des questions? Oui, bonjour, Jean-Luc Hachemont, le président de l'Unis-Bretagne. Moi, j'avais une question, parce qu'on fait des questions, pas plusieurs, Oui. Concernant parce que là, on est en train de parler de chaudières individuelles, Oui. on est dans les copropriétés. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les chaudières à gaz sont quand même des équipements individuels qui appartiennent aux copropriétaires et que le syndic n'a pas toujours la maîtrise sur le changement des chaudières. Donc, il y a un acteur quand même important qui est pas cité, c'est la société qui fait la maintenance de ces chaudières. Alors, je ne les vois pas ce matin dans la liste des invités. Enfin, je ne vois aucune société de présente, mais il faut qu'ils puissent intervenir, parce que souvent dans les copropriétés, il y a quand même des contrats collectifs avec une adhésion individuelle qui est souscrite pour l'entretien des chaudières, mais je dois vous avouer qu'on ne maîtrise pas forcément la chaudière individuelle, le remplacement de la chaudière individuelle, qui est une charge exclusive au copropriétaire. Alors le seul point effectivement où le syndic peut intervenir, c'est quand on parle je dirais, des VMC gaz, où là, en fait, là, il n'y a pas d'autre choix que de passer par la copropriété. Après, Oui. vous avez évoqué la chaudière à condensation, enfin la chaudière avec le conduit raccordé directement, enfin l'évacuation en façade. Oui. Là, il y a pas trop de soucis, si ce n'est que on est encore dans un autre problème de copropriété, c'est-à-dire que si on perce une façade, il faut une autorisation de copropriété. Enfin, faut pas l'oublier. Il y a Ouais, tout à fait. plein de Ouais. choses qu'il faut surtout pas occulter. Et puis en plus, si on se place dans des immeubles qui sont dans le centre-ville ou près du centre-ville, dans un Tout à fait. secteur de bâtiments de France, ça Tout à fait. m'étonnerait que les bâtiments de France nous laissent percer des façades. Tout Voilà ce à que je fait. voulais Tout à fait. dire. Voilà. On est complètement d'accord. C'est pour ça qu'il y a diverses solutions. Alors, je ne sais pas si elles peuvent répondre à toutes les caractéristiques, je pense. Mais oui, il y a plein de contraintes à prendre en compte. Et effectivement, c'est la problématique dans les copropriétés, c'est que les entretiens de chaudière sont des contrats souscrits par chaque propriétaire, avec souvent des entreprises différentes. Et donc, le remplacement de ces chaudières se fait de manière, on va dire, un peu anarchique, bien souvent. Et donc, effectivement, lorsqu'on veut passer sur des chaudières à condensation, il y a vraiment une dimension collective qu'il faut intégrer au conduit de fumée. Et donc, c'est une réflexion à l'échelle de la copropriété qu'il faut mettre en place, quoi. Ouais. Ah, d'accord, effectivement. Donc, c'est vraiment une information qu'il va falloir passer auprès Voilà. des Ouais. propriétés concernées, quoi. Ok. Donc, dans la plupart des cas, en fait, c'est le résumé que j'ai fait juste à la fin. On peut quand même, chaque propriétaire peut quand même venir mettre à titre dérogatoire et remplacer son ancienne chaudière par une nouvelle chaudière, mais toujours basse, enfin à bas rendement, quoi. C'est vraiment à titre dérogatoire. Et c'est c'est essentiellement à cause de toutes ces problématiques de conduit collectif. Mais l'idée est quand même vraiment d'aller et de massifier la généralisation de la chaudière à condensation à très haute performance. Et donc, plus tôt c'est appréhendé, plus tôt c'est pris en compte, mieux c'est, parce que le jour où la dérogation va s'arrêter, il y a pas mal de copropriétés qui risquent de se retrouver face à un mur, en fait. Et donc, comment on fait pour remplacer, pour mettre en œuvre ces chaudières à condensation? C'était pas du tout anticipé. Enfin, voilà, cette réunion d'information, elle est vraiment là pour vous sensibiliser à
à ce point-là, en fait, qui est vraiment à bien appréhender, quoi. Ouais, c'est vrai que la dérogation posera à un moment donné des problèmes, parce qu'imaginons que la dérogation s'arrête fin mars 2021. Donc je change ma chaudière le 25 mars, et puis le 1er avril, il y a un autre grouillataire qui prenait la décision de mettre une chaudière à haute condensation, performance énergétique. Là. Exactement. Ça va, voilà, là, je Ça va parle de être, l'ambiance de la CoPro, moi. Hein, donc, j'aimerais pas être en AG de copro non plus. moi non plus. Bon, voilà, ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres points? Non, a priori, c'est bon. Alors, on a une question. Est-ce que les artisans sont bien au fait de cela et quel est leur degré de responsabilité en cas de chaudière non adaptée au système? Normalement, les artisans sont sachants aussi. Donc, ils sont censés vous conseiller de ne pas installer une chaudière à condensation sur un conduit collectif maçonné sans avoir regardé avant comment était fait l'évacuation des produits de combustion. Donc, normalement, si on a affaire à un bon artisan, ça ne doit pas se passer. Ceci dit, je suis quasiment sûr qu'il y en a eu de mise, des chaudières à condensation sur des conduits collectifs. Et le degré de responsabilité derrière, en termes d'assurance, très honnêtement, je ne sais pas comment ça peut se passer. Franchement, je ne sais pas du tout comment ça peut se passer. Il y a peut-être des personnes dans la salle qui ont la réponse. Je ne sais pas du tout qui est responsable de la dégradation. Des dégradations qui sont derrière. J'imagine que ça doit être un peu comme une fuite d'eau, peut-être. Je sais pas. Yael, si tu as la réponse ou si quelqu'un a la réponse. Non, j'ai. J'allais dire, tout dépend, tout va dépendre un peu de l'installation collective. C'est la responsabilité va être liée à ce problème de conduit ou pas au collectif, chante, pas chante, tout ce qui suit derrière. Après, si c'est un raccordement direct l'évacuation directe sur la ventouse, là, ça pose pas de problème. Effectivement, c'est sur les conduits collectifs, quoi. Dès qu'on C'est sur intervient, les conduits collectifs, ouais, tout à c'est fait. ça. Ouais. C'est là où l'artisan peut être mis à mal, mais après, évidemment, tout dépend des conséquences derrière. Je pense à un défaut d'installation. Après, c'est sûrement la décennale et les compagnies qui entrent en jeu, quoi. D'où la question que je posais tout à l'heure par rapport à l'information qui vraiment doit être donnée, mais je suppose que les artisans, quand ils vont chercher leur chaudière chez leur fournisseur, ils sont quand même informés des problèmes techniques, je le suppose, ou alors Bah, marche sur oui, la oui, oui, puis oui, c'est quand même ils sont aussi experts sachant de ce qu'ils font, donc normalement, oui, ils savent très bien qu'on peut pas mettre une chaudière à condensation sur un conduit maçonné au risque de détériorer l'ensemble du conduit collectif, ou du conduit individuel d'ailleurs, si l'individuel c'est la même chose. Ça me En rappelle théorie, les en cheminées théorie, oui. les foyers fermés et les foyers ouverts à l'époque où on mettait des poêles dans les cheminées conduits en boisseau, là, et puis le jour où vous mettiez une cheminée à foyer fermé, vous étiez bien obligé de tuber votre cheminée. Donc on est dans les mêmes sujets finalement. Ouais, ça s'en rapproche, effectivement, ouais. Ouais, ça s'en rapproche. Ok. On passe aux aides mobilisables pour mettre en œuvre ces chaudières à haute performance associées au dispositif d'évacuation de produits de combustion. Alors, deux façons de voir les choses. Lorsqu'on est sur des conduits individuels, il y a eu deux simulations de fait. On est sur un conduit d'évacuation individuelle qui est supérieur à 10 mètres. Donc, on ne peut pas venir mettre en œuvre un système par ventouse. Et donc, on est obligé de venir intégrer un système particulier. Donc, nous, pour aider l'écopropriété, on a mis en place
un système d'aide, en fait. Alors, il n'y a rien de fixe parce que ça peut dépendre du nombre de logements concernés ou du nombre de dossiers qu'on a. Notre enveloppe n'est pas un puits sans fond. Et donc, on peut s'associer et apporter une aide financière au logement qui peut varier de 10 ou de 1 euro à 400 euros par logement. Si j'ai qu'un dossier de 20 logements, bah, je saurais mobiliser 400 euros par logement. Si j'ai 40 dossiers de 20 logements, je ne saurais pas le faire, quoi. Donc ce sera vraiment traité au cas par cas, mais dans tous les cas, on peut s'associer à votre démarche et vous accompagner de manière financière. En plus de tout ça, si vous êtes sur un conduit d'évacuation individuel qui est supérieur à 10 mètres, ou un conduit collectif, autre que sur la VMC Gaz, parce que pour l'instant, il n'y a pas de solution sur la VMC Gaz, vous avez un coup de pouce C2E qui est proposé par l'État aussi, et qui, en fonction des revenus des logements concernés, varie de 700 euros à 450 euros. En plus de tout ça, pour venir remplacer votre chaudière bas rendement avec une chaudière à très haute performance énergétique, il existe un coup de pouce aussi, C2E, pour la chaudière en elle-même, qui varie de 1200 à 600 euros pour les logements les moins modestes. En plus de tout ça, vous pouvez venir cumuler MaPrimeRénov' pour la mise en place d'une chaudière à très haute performance énergétique, qui est de 1200 euros pour les ménages très modestes et 800 euros pour les ménages modestes. Donc si on ajoute tout ça, on arrive sur un montant de 3500 euros au maximum, on va dire ça comme ça, par logement, 3100 euros, 1450 euros. Si on est sur un conduit individuel inférieur à 10 mètres, donc il n'y a pas de problématique d'évacuation de produits de combustion, donc notre aide de GRDF ne s'inscrit pas dedans. Le coup de pouce sur l'évacuation des produits de combustion, bah, non plus, puisqu'il n'y a pas de difficulté. Par contre, vous pouvez toujours bénéficier du coup de pouce pour le remplacement de la chaudière et de MaPrimeRénov' pour le remplacement de la chaudière, ce qui vous fait 2400 euros au final pour remplacer votre ancienne chaudière par une nouvelle chaudière. Nous, GRDF, on peut aussi accompagner l'audit, donc l'étude. L'étude donc, qui est en lien avec la ventilation et l'évacuation des produits de combustion pour mettre en œuvre des chaudières performantes. Donc on s'associe jusqu'à en gros 50% on peut financer jusqu'à 50% du montant de l'étude avec un montant maximal de 2000 euros du coût de l'étude de faisabilité, suivant un cahier des charges qu'on a élaboré. Mais voilà. On peut vous accompagner aussi sur l'audit avant toute prise de décision. Petite note sur cet accompagnement à l'audit et la contribution pour l'adaptation des conduits, c'est bien dans le cadre de l'action de GRDF de service public. Ça n'a rien à voir avec les C2E. Tout à fait. Donc ça, c'est la Commission de régulation de l'énergie, la CRE, qui nous a doté d'une enveloppe pour inciter les copropriétés à convertir les anciennes chaudières basse température et bas rendement vers des chaudières à très haut rendement et à très haute performance énergétique. Et donc, GRDF n'a pas inventé ce montant-là, enfin, ou cette enveloppe-là. C'est vraiment c'est la Commission de régulation de l'énergie qui nous donne cette mission-là de sensibilisation pour diminuer les consommations d'énergie au global, quoi. Et les émissions de CO2 aussi. Donc là, exemple de chiffrage en intégrant des estimations de montants de travaux. Alors, c'est toujours compliqué hein, d'estimer des montants de travaux, mais c'est des fourchettes qui sont plutôt larges. Je vous ai parlé de montants sur l'évacuation des produits de combustion par logement qui tournaient autour des 500 euros. Ici, on est sur quelque chose qui est chiffré autour des 1000 euros, donc la fourchette, je pense, est plutôt large. Et donc, vous allez voir la différence de reste à charge qu'il peut y avoir. Imaginons qu'on vienne comparer sur un conduit de fumée individuel le remplacement à l'identique d'une chaudière B1. Donc, on reste sur une chaudière bas rendement. On profite de cette dérogation-là
Et en gros, fourni posé, le remplacement d'une chaudière B1, ça coûte aux alentours de 2500 € TTC. Vous ne pouvez mobiliser aucune aide puisque vous restez sur une chaudière peu performante. Ça vous coûte 2500 €. Vous êtes sur un conduit de fumée individuel en copropriété, vous souhaitez passer sur une chaudière à très haute performance énergétique et baisser vos consommations d'énergie. Le conduit de fumée individuel est supérieur à 10 mètres et c'est là où vous allez pouvoir bénéficier du maximum d'aide. S'il est inférieur à 10 mètres, comme expliqué tout à l'heure, vous pouvez techniquement venir mettre en place une ventouse classique qui s'évacuera de manière standard. Pour les ménages très modestes, si on vient faire l'addition lorsqu'il y a un problème d'évacuation de fumée, les aides mobilisables sont de l'ordre de 3100 €, de 2700 et de 1050 €. Lorsque vous êtes inférieur, vous avez un conduit individuel inférieur à 10 mètres, c'est de l'ordre de 2400 €, 2000 € et 600 €. C'est ce que je vous montrais juste avant. Si on vient inclure ces estimations de coûts de travaux, donc 3200 € entre 3200 et 3600 € pour mettre une chaudière performante, 1000 € pour assurer l'évacuation des produits de combustion parce que vous avez plus de 10 mètres à faire, ou le même prix de chaudière et un peu moins sur l'évacuation des produits de combustion parce que vous pouvez mettre un système par ventouse classique. Voici les aides mobilisables par fourchette de revenus. Donc on est autour entre 1100 et 1500 € pour un ménage très modeste. Un ménage modeste entre 1500 et 1900 €. Donc ça veut dire que pour ces deux catégories de ménages, ça leur reviendrait à moins cher de venir mettre en place une chaudière à haute performance énergétique qu'à remplacer simplement leur chaudière B1. Et pour les ménages les plus aisés, le reste à charge est d'environ entre 3000 et 3500 € en gros, ce qui leur coûte 1000 € de plus pour réaliser jusqu'à 30% d'économie d'énergie. On est sur un conduit de fumée collectif, même simulation. Vous pouvez, techniquement vous pouvez bénéficier de la dérogation, le reste à charge par propriétaire pour la mise en œuvre d'une chaudière B1 est d'environ 2500 € TTC. Pour le passage à un conduit collectif, la chaudière ici va être plutôt aux environs des 2500 € ou entre 2300 et 2500 €. Alors pourquoi est-ce qu'elles sont un peu moins chères? Parce que vous en achetez 10, 15, 20, 30 d'un coup, et pas une par une. Donc les prix proposés par les industriels et les installateurs quand on fait des achats groupés sont beaucoup plus intéressants. Le conduit de fumée, lui, a été estimé aux alentours des 1000 € hors taxe par logement. Bon, c'est une fourchette haute plutôt. Les fabricants de conduits de fumée m'indiquent plutôt des prix autour des 500, 600 € par logement. Bon, je préfère vous faire une simulation haute et que vous ayez une bonne surprise plutôt que de faire une simulation basse et avoir une mauvaise surprise. La somme des aides mobilisables est d'environ 3100 € pour un ménage très modeste, 2700 et 1050 €. Ce qui fait que le reste à charge, en fait, ici, lorsqu'on a un conduit sur des conduits collectifs et sur une rénovation globale de toutes les chaudières, va être, même pour les ménages les plus aisés ou intermédiaires, quasiment identique au remplacement d'une simple chaudière B1. Sauf que ici, ils réaliseront tous quasiment au moins 20 à 30% d'économie d'énergie par l'amélioration du rendement de la chaudière, voire pour les ménages les plus modestes, les très modestes, un reste à charge qui se situe entre 200 et 700 €. Ok. Yael, c'est à toi. Du coup, je vais faire une petite synthèse et revenir ensuite derrière sur une question d'exagestion syndic. Oui. Donc, si on doit un peu retenir l'essentiel,
aujourd'hui 2 démarches, soit des solutions sur conduit individuel, où dans ces cas-là, on va pouvoir rester dans des démarches individuelles des copropriétaires et ces copropriétaires pourront réaliser des demandes d'aide, là encore une fois individuelles, qui sont MaPrimeRénov' et les C2E. Et les deux warnings, conseils qu'on peut donner à ce moment-là, c'est attention à la question de la ventilation dans la cuisine. Et s'il y a une intervention en façade ou dans un conduit, il faut quand même demander l'autorisation lors de l'Assemblée générale. Donc ça rejoint ce qu'indiquait Monsieur Jouan tout à l'heure. Et l'autre cas de figure, qui, même si on est sur des appareils de chauffage privatif, des chaudières individuelles qui relèvent du privatif, ce sont des solutions collectives. Tu veux bien passer la slide, Maxime, s'il te plaît. Donc, des solutions sur conduit collectif qui nécessitent une démarche collective. En passant par le fait de missionner un bureau d'études thermiques sur les lots chauffage et ventilation, puisque ça vient traiter au niveau de la copropriété ces deux problématiques. Et du coup, c'est peut-être le bon moment, l'opportunité de se poser la question d'un projet global de performance qui permet là aussi d'aller chercher des financements d'un point de vue collectif, les financements existants qui sont MaPrimeRénov' copropriété et Éco-Travaux en local sur des projets globaux de performance. Donc finalement, face à ces problématiques, que faire? Déjà, ça peut être une première prise de contact avec Éco-Travaux hein, pour isoler cette problématique, déterminer les besoins, les programmes de travaux envisageables et une méthodologie à mettre en place. Et derrière, nous, on est en capacité de faire le lien avec GRDF pour la mobilisation éventuelle d'un cofinancement, soit à cette étude de faisabilité nécessaire sur les conduits collectifs, soit aux travaux lorsqu'on est dans ce cas de figure-là. Et sachez du coup que en fonction des programmes de travaux, aujourd'hui, il existe un certain nombre d'aides qui ont été développées par Maxime, mais aussi d'un point de vue global, deux dispositifs, MaPrimeRénov' d'un point de vue national et Éco-Travaux d'un point de vue local. J'en profite pour indiquer que d'ici un mois, le 19 mars, on fera un atelier spécifique sur les aides à la rénovation énergétique. Et enfin, donc Monsieur Jean le soulevait aussi tout à l'heure, ça pose la question de quelles règles de décision, comment influer sur la copropriété alors qu'on est sur des appareils de production de chauffage qui sont privatifs, qui ne relèvent pas de ce qu'on appelle les travaux privatifs d'intérêt collectif aujourd'hui dans la loi. Donc on a demandé une petite analyse juridique à un avocat. Donc sont cités là sur le slide les travaux d'intérêt collectif existants aujourd'hui au regard de l'article R 138.2 du CCH et concrètement la production de chauffage n'en fait pas partie. Le conseil qui était donné, c'était en conséquent de compter sur la collaboration des copropriétaires afin qu'ils se joignent d'eux-mêmes au projet envisagé. Alors bon, ça, on est bien d'accord que c'est le meilleur des cas, mais qu'en réalité, ça n'existe en général, enfin c'est difficile d'avoir ce cas de figure, en particulier quand on est sur des questions avec des chaudières gaz individuelles qui viennent juste d'être rénovées, de type B1, voilà, sur les dernières années et que ça nécessite pour un copropriétaire de réinvestir alors qu'il vient de faire l'investissement. Il existe une modalité qui indique que lorsque le syndicat de copropriété doit effectuer des travaux d'entretien ou d'amélioration des parties communes qui ne peuvent pas être techniquement mis en œuvre sans travaux préalables sur les parties privatives, alors le syndicat de copropriété est justifié à les décider et réaliser ces travaux sur les parties privatives sous condition de les assumer financièrement.
Concrètement, cette disposition pourrait être justifiée dans notre cas de figure, là, lorsqu'on doit intervenir sur les conduits collectifs. Aujourd'hui, on n'a pas encore eu la réponse sur quelle règle de vote, donc le suspense est à son comble, mais on reviendra vers vous à ce titre. Mais on voit bien que c'est pas très confortable d'un point de vue juridique, cette problématique. Voilà un peu où on en est. Ce n'est pas une réponse claire, je l'entends, mais c'est la problématique sur laquelle à laquelle on est confronté aujourd'hui en copropriété, notamment sur les règles de décision et la réglementation qui va avec. J'en profite pour du coup rebondir sur la question d'exagestion, puisque le fait de passer sur des conduits collectifs engendre du coup une maintenance qui n'existait pas forcément au préalable. Et du coup, la question d'exagestion était: en quoi consiste exactement l'entretien d'un conduit 3 CEP? Les chauffagistes doivent-ils monter sur les toitures, vérifier les chapeaux TIV qui peuvent s'envoler? Les siphons ne sont parfois pas visibles car cachés dans des trappes inaccessibles. Est-ce que tu as un avis, Maxime? Alors, est-ce que j'ai un avis? Je vais répondre parce que j'ai moi-même posé la question à un industriel, un fabricant de conduits, en termes de maintenance. Donc, sa réponse a été de me dire que c'est un simple contrôle de vacuité. Donc, c'est un contrôle visuel. Donc, j'aurais tendance à dire un contrôle visuel, on peut le faire soit par la toiture, en enlevant le chapeau et en jetant un coup d'œil sur l'intérieur du conduit. Ils vont aussi contrôler le bonne évacuation des condensats par le siphon en partie basse. Donc il faut que la trappe reste accessible. On va dire que c'est un impératif aussi. Après, je sais très bien que dans la vraie vie, il va toujours y avoir un meuble ou une cuisine aménagée qui va venir s'installer et venir se mettre devant la trappe. Mais dans l'idée, non, il faut que ça reste accessible. Ok, merci. Mais au-delà de ça, en fait, il n'y a pas de ramonage ou, enfin, c'est pas un conduit de fumée, d'un poêle ou d'une cheminée à venir ramoner. Non, c'est juste un contrôle visuel pour regarder que tout se passe bien une fois par an. Et c'est un contrôle annuel. Et c'est un contrôle annuel, ouais, c'est un contrôle annuel. Uniquement lorsque le conduit, lorsqu'il s'agit d'un conduit collectif, 3 CE ou enfin conduit rigide collectif ou le 3 CE pression. Merci. Y a-t-il d'autres questions ou est-ce qu'on conclut? Oui, Madame Elakia, je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur les questions qui ont été posées à l'avocat. Donc, vous faites référence à l'article 9 de l'O65 sur la définition sur les parties privatives. Moi, je revérifiais en fait par rapport aux conditions de vote, parce qu'en fait, en réalité, il y a aussi l'article 24 de l'O65 là, qui, moi, je pense sincèrement qu'on est plus dans les dispositions de l'article 24, parce qu'en fait, il y a un article 24A qui est relativement intéressant. Alors, je le mets sous réserve, hein, je le relis: c'est les travaux nécessaires à la conservation d'immeubles, ainsi qu'à la préservation et la santé et la sécurité physique des occupants. Donc là, on pourrait éventuellement rentrer, je dirais dans la sécurité physique, parce qu'en fait, finalement, ça pourrait être le fait d'installer et de raccorder une chaudière sur un conduit non conforme. Ça pourrait entraîner quand même des sacrés problèmes de sécurité. Donc je pense qu'on pourrait rentrer là. Sinon, c'est l'article 25 à défaut, c'est-à-dire les travaux rendus obligatoires. Donc c'est une majorité renforcée, mais qui peut passer en deuxième vote à l'article 25 A1. Donc je pense que là-dessus, on ne sera jamais dans des travaux dits d'amélioration de toute manière, hein. Donc, je pense que là-dessus, il y aura toujours une porte de sortie pour trouver la solution. Mais je pense qu'on est plus dans l'entretien, dans les travaux dits d'entretien, même si ça devient obligatoire. Mais à un moment donné, il faut se poser la bonne question par rapport à la volonté de la propriété aussi de réaliser des travaux
de cette ampleur, parce qu'en fait, on parle bien d'économie d'énergie quand même. Mm. Tout à fait. Et derrière, ça implique du coup que les chaudières individuelles soient payées par le syndicat des copropriétaires et réparties au tantième. Pas forcément. Mm. Pas forcément, parce qu'après, si la décision collective est prise, ça peut toujours se faire. Là, parce que moi, la question technique que je voulais poser, vous mettez les conduits de conformes et les chaudières, on va dire les chaudières actuelles restent en place. Ça fait quoi? Ça continue à fonctionner, non? Ça marche pas, non. Ça marche pas? Bon. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas du tout, non. Bon, donc, il faut remplacer toutes les chaudières, c'est tout ou rien, quoi. C'est dans la majeure partie des cas, c'est tout ou rien. Ouais. Ah, d'accord. C'est Bon, ça. c'est rassurant. Bah, je sais pas, mais Ok. c'est justement pour ça que c'est compliqué et qu'on sensibilise les copropriétés surtout, les syndics de copropriété, parce que le tout ou rien justement, c'est pas si simple que ça, quoi. Non, non, puis en plus, on est sur un équipement, on l'a dit tout à l'heure, rappelé, mais c'est un équipement privatif. Effectivement, après, je pense que après, ça devient, je dirais, de la vraie pédagogie, quoi. Enfin, il faut bien expliquer aux propriétaires. Et là, on parlait du bureau d'études tout à l'heure, c'est vraiment l'accompagnement qui doit être fait pour bien expliquer les choses, quoi. Parce que de toute façon, à un moment donné, les propriétaires seront au pied du mur, ils ne pourront plus remplacer leur chaudière. Donc, C'est ça ils en vont être fait le bloqués. risque, Voilà. c'est que Donc, la dérogation s'arrête un jour. ouais. Euh, voilà, enfin, l'idée derrière cette dérogation, c'était de laisser du temps justement pour anticiper ces travaux communs collectifs aux copropriétés. Mais elle n'est pas de vitam aeternam, cette dérogation, quoi. Ouais. Donc, c'est là-dessus qu'il faut jouer, quoi. Bonjour. Bonjour à tous, Aurélien Bonjour. Urvois, cabinet Axio. Je me permets d'intervenir. On est bureau d'études justement. Et là, il est intéressant d'indiquer qu'effectivement, ces travaux-là s'inscrivent dans un ensemble et dans des discussions qui sont plus globales auprès des copropriétés et qu'effectivement, il est important d'inclure les copropriétaires et de fédérer autour d'un projet. C'est vrai que là-dessus, sur ce genre de sujet, c'est pas de le faire uniquement cette partie chaufferie, enfin comment dire, chaudière, mais également d'intégrer d'autres problématiques. Donc effectivement, ça passe par des réunions d'information, ça passe, Madame Eliacker connaît bien puisque c'est là-dessus sur lequel on peut travailler ensemble sur certaines copropriétés. Mais c'est vrai que c'est un ensemble qu'il faut voir et pas uniquement la partie chaudière aujourd'hui, quoi. On est d'accord. Et l'incidence sur le DPE, parce que vous savez, les nouvelles règles du DPE, là, ça va être le DPE obligatoire à partir du 1er juillet, là, pas obligatoire, le DPE opposable, pardon. Oui. Ça va avoir une incidence, même, le fait de changer, d'aller d'une chaudière, enfin une incidence sur l'étiquette. Sur l'étiquette, bah oui, tout à fait. Oui, Il faut aussi jouer là-dessus, je pense. Non, enfin, je suppose, quoi. Ah bah complètement, de toute manière, enfin, oui, le fait d'installer des chaudières beaucoup plus performantes et après et aussi de mettre en œuvre une isolation performante au passage, oui, bien évidemment, l'étiquette énergétique ne va faire que de s'améliorer, ouais. Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, on est plus en train de parler de DPE, enfin, quand on est en collectif, parce que là, aujourd'hui, les propriétaires font leur DPE quand ils mettent leur appartement en location, notamment, hein. Ils font un DPE individuel. Aujourd'hui, on est plus en train de parler d'un DPE collectif, rattaché à l'ensemble de l'immeuble pour avoir une étiquette énergétique qui peut-être un peu plus homogène que d'avoir des étiquettes énergétiques qui ne tiennent pas la route par moment sur les DPE individuels. Parce qu'on voit on voit des choses un peu étonnantes en matière de propriété sur des DPE, hein. Enfin, moi, j'ai eu un cas récemment où j'ai vu qu'on allait faire un DPE sur un immeuble collectif, hein, sur un chauffage collectif. Les travaux venaient d'être faits dans la propriété et ben, l'étiquette énergétique qui était donnée pour l'immeuble était plus intéressante que le DPE qui avait été fait pour l'appartement. Alors là, je suis intervenu, j'ai dit au bureau, au bureau d'études, il y a un réel problème, c'est que vous n'avez pas eu la communication du diagnostic collectif qui avait été fait par la propriété. Donc il a revu son étiquette énergétique à ce moment-là. Ça veut bien dire que le DPE collectif aura tout son intérêt aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Ok.
En conclusion, je poursuis. Donc, les objectifs de rénovation, hein, la cible, hein, c'est de diminuer les émissions de CO2 et donc le potentiel de réchauffement climatique. Il existe, les solutions techniques sont présentes pour toutes les caractéristiques, donc, sauf pour la VMC Gaz pour l'instant, mais elle est vraiment en cours de test, avec des chantiers tests à Saint-Malo d'ailleurs. Attention à la réception des installations, enfin bref, sur le protocole de réception des installations sur les conduits collectifs. Il faut que le bureau d'études soit assez rigoureux sur le protocole de réception. Il est tout nouveau. On l'a mis en annexe et j'ai mis un lien vers une vidéo aussi YouTube pour vous indiquer ce nouveau protocole de réception. Et bien sûr, au-delà de tout ça, il y a des aides mobilisables. Et donc, n'hésitez pas en premier lieu à passer par la plateforme Éco-Travaux qui nous sollicitera, nous, derrière, pour mobiliser notre aide à chaque projet, quoi. C'est comme ça qu'on peut fonctionner. Parfait. Donc, merci beaucoup, Maxime, pour ton intervention. Merci à vous. Je pense qu'on est pas mal au niveau de timing, 11h33. Pile poil, 11h30, ouais, c'est le timing qu'on s'était donné. Donc bravo. Et merci à tous pour votre participation également. Prochain rendez-vous, tout savoir sur les financements de la rénovation énergétique en copropriété, du coup le 19 mars prochain. N'hésitez pas à vous inscrire et à relayer l'information autour de vous. Et à bientôt, du coup. Ouais, bon week-end à tous. Merci. Merci à vous, en tout cas. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir pour cette présentation claire. J'ai essayé de la faire le plus clair possible avec des éléments très techniques. Ouais, j'ai vu, effectivement. Merci en tout cas. C'était très bien, Maxime. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.